Leur CV avec Pascal CV. Boulevard 102.1. Officiellement, il faut s'habiller. À Québec, c'est -4 qu'on ressent. Le maximum sera -1 pour la journée, mais magnifique journée sous le soleil. Alternant soleil-nuage, c'est notre scénario pour aujourd'hui. -15 ce soir, cette nuit. Je sais pas pour vous, mais les voitures commencent à être déglacer le matin. Puis demain matin, ce sera le cas encore. Mardi, du gros soleil qui nous attend avec un -4 comme maximum. Donc, la température qu'on ressent actuellement, ce sera le maximum de demain. Et c'est pas mal ce qu'on aura tout au long de la journée avec un peu de neige intermittente. Pour le reste de la semaine, on s'en parlera demain. J'espère que vous avez passé une belle matinée parce que là, c'est le temps d'aller parler de gros dossiers. Certains qui font réagir, d'autres qui feront réagir parce que je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé dans les dernières heures en Argentine. Mais on va aller aborder ce qu'il faut savoir avec notre chroniqueur du lundi, notre chroniqueur hebdomadaire. Salut Frédéric Bérard. Allô, Pascal CV. En forme? Oui, toi aussi? Ben oui, merci. Frédéric, t'es avocat, t'es chroniqueur, t'es auteur. Les gens commencent à bien te connaître ici sur les ondes de Boulevard 102.1. Un grand chum de Matt Marcotte aussi, Reg Laplanche. À chaque fois qu'ils savent que t'es avec moi, ils disent « OK, mais là, parlez pas trop de nous, là. » Il a l'air d'avoir des histoires pas trop racontables entre vous. Oh, au contraire, c'est très, très racontable, surtout à Boulevard, mais ce sera peut-être pour une prochaine. Je garde ça dans ma manche. On fera ça. Fred, tu connais presque tout le monde. Tu connais aussi notre prochain protagoniste ici à l'émission dont on va parler, Éric Duhem, qui a été, je sais pas si c'est encore le cas, longtemps ton voisin de chalet. Oui, Éric, en fait, il avait racheté le chalet de ses parents au lac Cataoué, où j'ai encore le mien, à Saint-Michel-des-Saints, dans la Nodière. Et on a été voisins de chalet, je te dirais, écoute, un bon 10-12 ans, mais il l'a vendu il y a 1 an ou 2. Alors, je le vois un peu moins, mais on se parle une fois de temps à autre. C'est bien ça. Bon, ben, Éric, qui connaît aussi beaucoup de monde, je dirais que sur le pôle des opinions, vous êtes complètement à l'inverse, ce qui devait donner Ben oui. de bonnes conversations quand même là, quand vous vous croisiez, non, sur les terrains? Oh. C'est drôle parce que quand on se croisait notamment là au chalet, lui il passait avec sa chienne, moi j'étais avec mes chiens, puis là, on trouvait il trouvait toujours une manière de ramener ça à la politique, par exemple quand sa chienne venait, mon chien allait voir sa chienne ou l'inverse, en tout cas je sais plus. Puis là, il disait, hey, toi, là, je t'ai pas élevé à être féministe quand même. Sacré Éric, tout pour faire réagir son voisin de chalet. Donc, il n'y a pas moyen d'avoir une seconde de lousse avec Éric. Ça, je pense que ça fait partie de son charme, en tout cas, à tout le moins relatif. Et puis, non, oui, effectivement, on s'entend sur pas grand-chose. Quoique, des fois, en creusant un peu, on peut trouver certains dénominateurs communs, mais disons qu'il faut creuser. Bien, faut quand même être content des fois d'avoir des conversations avec des gens qui ne pensent pas comme Oui. nous. Ça fait tellement avancer les choses. On encourage ça, peu importe avec qui on est. Ah, Puis, ben oui. tant qu'on n'est pas boqué, je trouve que ça fait des bonnes expériences humaines. Mais on en parle d'Éric Duhem parce que, bon, on sait qu'il a été ciblé par des critiques internes et les chefs du Parti conservateur du Québec, là où ça fait pas toujours l'unanimité quand tu es chef auprès de tes membres. Mais il a promis à ses militants en fin de semaine de faire beaucoup mieux dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un vote d'appui de 77,42 Ça veut dire que c'est 77,48 d'entre eux, soit les militants qui sont d'accord avec sa présence, là, qui ont confiance en lui. Il y avait le congrès de la formation dimanche, donc hier. Et bon, si on compare, par exemple, au vote de confiance pour François Legault, il était à 98,6 Le péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon est à 98,5 plus tôt cette année. Voilà pourquoi peut-être qu'il pourrait être déçu Éric Duhem avec un 77 si je l'arrondis, là. Mais est-ce que ça reste quand même positif, un 77 Ben, il y a plusieurs choses à dire. Hein. Premièrement, moi, contrairement à d'autres, là, je considère que c'est tout à fait normal, c'est sain, c'est légitime d'avoir des critiques dans un parti, puis 77 à l'université, c'est quand même une pas pire note. Ben oui. En droit, là, t'as A, B+, A-, c'est quand même pas trop mal. L'autre affaire qu'il faut pas oublier dans le cas du UM, c'est que, premièrement, il a propulsé ce parti-là à la hausse, hein, ça, on le sait bien.
Mais il a profité d'un mouvement très particulier, hein, qui est celui de la pandémie. Il est allé attirer des anti-vaccins, il est allé attirer des complotistes en partie. Il y a toutes sortes de drôles de moineaux dans ce parti-là, auxquels s'ajoutent des gens que je considère plus raisonnables, qui sont des gens qui pensent que l'État devrait se désengager de l'économie. Je pense que les chroniqueurs chez vous, d'ailleurs, Jacinthe Ève Harel, est quelqu'un de très intelligent, de solide, puis avec qui on peut avoir des conversations intelligentes. Donc, ça pour dire que il y a un mélange de paquets d'affaires. Ce parti-là a été créé aussi en partie du fait de la contestation, donc comme je le disais, anti-mesures sanitaires. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait une frange du parti qui soit déçu, qui trouve que Duhem n'aurait pas dû se faire vacciner, qui trouve que Duhem est trop ci, pas assez ça. Bref, il y a vraiment une espèce d'ADN de contestation qu'on ne retrouve plus au PQ. Ça a été le cas pendant longtemps, hein. Lucien Bouchard le disait, gérer ce parti-là, c'est impossible. René Lévesque disait la même affaire, Jacques Parizeau. Aujourd'hui, le PQ a voulu se donner une chance, mais en appuyant un chef à la hauteur de 98 Pascal, moi, je trouve pas ça normal. Bien, c'est là où je voulais aller avec toi, Frédéric, parce que j'allais dire, peu importe le parti, là, on oublie qui, quoi, comment, pourquoi, quel chef. Moi, je trouve qu'un score de 77 c'est beaucoup plus démocratique qu'un genre de 98 qu'on a vu au sein de la CAQ et du Parti québécois. Et je recule devant toute personne qui va me dire « Oui, mais là, attends un peu, c'est parce que c'est des meilleurs partis ou pas du tout. » J'ai plus l'impression que c'est des gens qui ont décidé de suivre la ligne de parti, mais sans nécessairement se prononcer de façon démocratique à 98 Ben, moi, je le répète, mais il y a quelque chose de très, très malsain là-dedans. Et j'ajouterais ceci. Au congrès de la CAQ, il y avait plus de la majorité des membres, si mes calculs sont bons, qui sont des employés. Des employés? Politiques. On t'a perdu un Donc, peu. ils sont payés. Et là, ils ont même le droit de voter, imagine-toi. Donc, si tu te fais poser la question, es-tu satisfait du leadership de ton boss? Ben, t'as peut-être intérêt parce que politiquement, hein, ça va se placher, puis tu sais que tu vas y trouver ton compte en quelque sorte. Alors que dans d'autres partis, comme le PQ, je pense qu'ils interdisent aux employés politiques de pouvoir participer. Ils peuvent participer au congrès comme tel, mais non pas à titre de participants, de militants. De voteurs. Mais ils ont quand même eu 98 ils ont quand même voté à 98 pour le vote de confiance de Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, mais c'est intéressant la différence entre la CAQ et le PQ dans ce que tu dis, là. Non, puis je répète que le 98, c'est pas normal. Et on sait, hein, Bernard Landry avait quitté, il y avait eu quelque chose comme, je ne sais plus exactement, là, un 76, 77, 78. Puis bon, il était parti en prima donna, ça avait fait toute une histoire, puis il l'a regretté 10 minutes plus tard. Le PQ, ça n'a pas à gérer. Là, par contre, il ne faut pas oublier une affaire, hein, ce même Parti québécois, tout le monde pensait qu'il allait se faire effacer aux prochaines élections. On pensait qu'il allait y avoir Pascal Bérubé comme député, puis c'est à peu près tout. Puis on se disait, bon, en 2024, 2025, 2026, le parti va plier bagage et on n'en parlera plus. Or, avec la campagne qu'ils ont connue, ils ont réussi à s'accrocher, mais ça reste encore, bon, assez, on s'entend, là, ils ont seulement 4 députés, 3 au moment du congrès en question. Donc, c'est certain que les militants veulent donner une espèce de petit boost, si je peux dire, là, un au chef et deux aussi à la sphère publique en disant, bien, regardez, le PQ est de retour, puis on est tous derrière Plamondon, et ce qui est pas une mauvaise chose. Bien, comment je l'enregistrais, c'était ça. C'était merci Paul Saint-Pierre Plamondon d'avoir remis un peu le PQ sur la map puis nous avoir fait bien passer dans les débats aux dernières élections et autres. Là. C'est plus un remerciement. Mais quand on regarde le vote de confiance pour Éric Duhem au sein de son parti à 77 comme tu disais, c'est parce qu'il y a une pluralité d'opinions et elles se sont fait valoir en fin de semaine. Est-ce que pour toi, Éric Duhem doit revoir sa façon de procéder? En même temps, quand tu veux plaire à tout le monde, tu plais à personne? Bien, écoute, tu as parfaitement raison. C'est en plein ça. Puis c'est drôle parce que moi, j'avais fait... dans le temps, quand j'étais au Journal Métro, j'avais fait une entrevue avec Éric qui avait tellement brassé que la vidéo n'avait pas été diffusée finalement. Mais j'y avais dit, toi, ce que tu vas essayer de faire, là, c'est d'aller chercher le vote de gens raisonnables. Et pour ça, tu n'auras pas le choix que de modérer tes ardeurs, contrairement à ce qu'ils pouvaient dire, par exemple, à la radio à l'époque. Sauf que ton défi, ça va être ça, c'est qu'en essayant de t'auto-modérer,
Ceux qui te suivent parce que tu es Éric Duhaime de la radio vont être déçus. Et là, j'ai l'impression que c'est ça qui explique notamment son vote de confiance à 77, c'est qu'il y a nécessairement des mécontents qui souhaiteraient, par exemple, qu'il soit plus libertarien, comme on l'avait connu à une certaine époque. Le problème, c'est que s'il demeure l'Éric Duhaime de la radio des années 2000, 2010 et ainsi de suite, il sera incapable, à mon sens, d'aller chercher une majorité de Québécois. Donc, c'est une espèce de dilemme dans lequel il est coincé actuellement. Oui, puis donc l'apparence des fois, je veux dire, de ce qui a été fait auparavant, comment ça a été relaté dans les médias, comment est-ce qu'il s'est défendu de certaines choses. Des fois, ça prend du temps à redorer une image si on ne souhaite plus être sous cette étiquette-là. Donc, le temps doit faire les choses. Les preuves doivent démontrer qui est-ce que tu deviens, comment tu t'améliores, si jamais amélioration c'est, là, on se comprend sur le vocabulaire utilisé, là. Ça dépend comment vous voyez les choses. Mais peut-être en terminant, il faut rappeler que le Parti conservateur a récolté 12 des votes aux dernières élections. Peut-être que c'est le chef, la stratégie de campagne qui est blâmée dans ce cas-ci, là. Et les gens au sein du parti se disaient, là, il faut faire mieux. Puis ça a été leur manière de communiquer avec le chef. Mais tout ça pour dire que ce qui s'en vient dans l'avenir, ce sera certainement des réflexions. Puis peut-être une autre position pour le Parti conservateur. Je ne dis pas dans les opinions nécessairement, mais peut-être dans la stratégie pour se faire entendre dans le public, là. Oui, puis je terminerai en disant ceci, avec le score que le Parti conservateur a obtenu à la dernière campagne, c'est à peu près le score du PQ, hein. C'est à peu près le score des libéraux. C'était pas très loin non plus en arrière de Québec. Donc, en d'autres termes, s'il y avait eu un mode de scrutin proportionnel, le Parti conservateur aurait techniquement eu beaucoup plus de députés qu'actuellement, ce qui n'est pas difficile parce qu'il y en a 0, tu me diras, mais il y aurait eu un partage plus intéressant quant à la répartition des sièges. Donc, moi, d'aller lancer la roche à Duhaime comme chef actuellement, je vois pas, qui aurait pu faire mieux, et deux, honnêtement, en termes de suffrage, il a fait pratiquement aussi bien que deux des quatre autres. Oui, puis on peut pas quand même enlever le courage politique aux gens qui se présentent là, dans des contextes plus difficiles en plus. Fait que laissons-leur ce courage politique-là. Il y en a qu'on aimerait qu'il y en ait un peu moins parce qu'on les voit sur la place publique puis qu'on peut se poser de nombreuses questions sur l'avenir de nos sociétés. Et là, on s'en va à l'international complètement. Je suis pas certaine, Frédéric, qu'il y a bien des gens qui ont suivi ce dossier-là. Le dossier, qui fait feu, disons-le comme ça, en Amérique latine, c'est sur l'Argentine. Il y a l'ultralibéral Milei, j'espère que je le dis bien, qui a été élu président et qui promet la reconstruction de l'Argentine, mais il y a quand même des petits propos pour le moins préoccupants, là. Écoute, tu sais, on l'appelle l'ultralibéral parce qu'on est au Québec et on a peur des vrais mots, là. Mais quand tu regardes The Guardian, quand tu regardes le New York Times, quand tu regardes le Washington Post, quand tu regardes le journal Le Monde, on le traite comme il doit être traité, c'est-à-dire un fasciste d'extrême droite. C'est ça la vérité. Et pour ceux qui savent. C'est un anti-système, là, aussi, là. C'est un anti-système, oui, mais ça c'est facile de dire. Je veux dire, tout le monde peut être un peu anti-système en quelque sorte. Tu trouves ça trop gentil par rapport à sa position, je comprends. Moi, écoute, absolument. Puis, je vais t'expliquer son programme en quelques lignes. Oui. Puis tu jugeras après si tu le veux bien. C'est un ultra-catholique pour commencer. Bon, ça, à la limite, c'est pas très grave. Il est contre l'avortement à 100 000 à l'heure. Il est contre en fait, c'est un climato-sceptique. Il dit que tout le réchauffement climatique, ça a été une patente inventée par des gauchistes. Il a promis, s'il était élu, et là, il l'est, qu'il allait abolir, écoute ça là, abolir le ministère de l'Éducation en Argentine parce qu'il dit que c'est de l'endoctrinement. Donc, il n'y aura plus de ministère de l'Éducation dans le pays. Comment est-ce qu'ils vont sais-tu comment ça va se dérouler? Tout le monde va enseigner comme il souhaite? Ou il va créer quelque chose, on ne le sait pas, hein, c'est ça. Attends une minute, il y en a une autre pas pire. Le ministère de l'égalité des genres, donc le ministère de la condition féminine, si tu veux, là, l'équivalent, ça, on oublie ça, ça va passer à Moulinette. Le ministère de l'Innovation et des Sciences à la Moulinette, le ministère des Travaux publics à la Moulinette et le ministère de la Santé à la Moulinette. Mais est-ce qu'on reconstruit tout? Je vois peut-être des gens qui vont nous écrire, qui vont poser des questions. Est-ce que c'est pour tout reconstruire ou c'est simplement pour abolir? Bien, le gars est un ultra-méga libertarien. Hein? C'est pour ça, moi, l'étiquette libérale que la presse a donnée, j'aime pas ça parce que ça veut rien dire. Un ultra-libéral,
ça peut être positif en quelque sorte, dépendamment. Mais libertarien au point où il ne veut plus d'État. Mais là, c'est parce que si tu veux plus d'État, la santé, tu vas la gérer comment? Probablement que ça va être privatisé. L'éducation, probablement que ça va être privatisé aussi. Et là, attends, ça va plus loin tout ça, là. Il est en faveur d'une légalisation absolue de toutes les armes à feu. Sans réglementation quelconque. Tu vas pouvoir aller t'acheter une mitraillette au dépanneur sans problème. Si le dépanneur veut en vendre, ben, il n'y aura pas d'enjeu là-dessus. Donc, on commence à être rendu loin un peu. Et là, je vais te dire 2 derniers trucs, si tu me permets. S'il y en a qui ne sont pas encore inquiets, là, je pense que vous devriez l'être. Et si vous ne l'êtes pas après ce que je vous dis là, c'est moi qui vais être inquiet. Il a dit qu'il parlait à Dieu par l'entremise de ses chiens. Il y a une connexion directe avec Dieu grâce à ses chiens, selon ce qu'il nous raconte. D'ailleurs, pour ceux qui peuvent aller voir là, sur Twitter, là, moi j'ai mis sur mon compte Twitter des vidéos où il se promène avec une chainsaw à gaz dans les rues d'Argentine. C'est quand même pas si pire là, comme pour un candidat présidentiel. Et la dernière affaire, et là je suis certain que ça va sonner le glas, il a, dans une entrevue en 2022, évoqué l'idée de légaliser le... J'avertis, ça va vraiment être dégueulasse. Le trafic d'enfants. Comment est-ce qu'il l'a dit, Frédéric Bérard? La question qui a été posée, parce qu'en Argentine, il y a un problème, il y a un enjeu de c'est ce que c'est le kidnapping en partie et tout. Il dit comment est-ce qu'on gère ça? Ben, il dit dans quelques années, il faudrait voir comment est-ce qu'on règle ça, comment est-ce que ça se fait. Est-ce que vous êtes fermé à l'idée qu'il y ait un marché pour les enfants? Non, je suis pas complètement fermé. Il faudrait penser voir comment est-ce qu'on... Tu vois le genre un peu. C'est quand même... Qui va dire ça aujourd'hui? Parce que pour lui, s'il y a une demande, ben nécessairement, il y a un marché. Puis s'il y a un marché, ben il faut laisser le marché faire ce qu'il a à faire. Évidemment, il s'est rétracté en partie par la suite en disant, ben c'était des discussions philosophiques que j'ai eues là, comme telles. C'était pas nécessairement une proposition. Mais moi, je te pose la question, qui est capable d'aller dire une affaire comme ça? Je veux dire, c'est spectaculaire. On a une certaine ouverture. Loin, là. Mais c'est particulier. On va surveiller là, ce président-là de 53 ans. Il va prendre ses fonctions le 10 décembre prochain. Il semble catégorique, intransigeant, parce que dans son discours de victoire, il a dit c'est la fin de la décadence, la reconstruction de l'Argentine. Il n'y aura pas de demi-mesure. Il y a quelque chose en moi qui a l'impression que pour certaines partie de ce que j'ai lu dans son élection. Je voudrais voir un film, mettons, dont vous êtes le héros, mais que personne n'est réellement impacté par des choses comme ça. Le d'être libertarien à ce point, puis de vouloir s'assurer que ça se fasse selon le jugement de la population. J'ai toujours des doutes par rapport à ça, mais on va surveiller. Assurément que ce sera un autre endroit dans le monde où ça va brasser dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Frédéric Bérard. Merci, Pascal. À bientôt. Au plaisir, à lundi prochain.